Donc, on va repasser sur finalement les algorithmes qu'on a vus dans cette section sur la réduction de dimensionnalité. On a vu l'ACP. L'ACP, essentiellement, suppose qu'une bonne réduction de dimensionnalité de mes données, c'est de faire une transformation linéaire. Okay? Puis une transformation linéaire, de façon générale, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc, j'ai une matrice W que je multiplie par X, possiblement plus un biais. Puis le principe derrière, c'est qu'on essaie de maximiser la variance de chacune des composantes de ma projection. Et ça correspond à faire quoi? Bien, à prendre ma matrice de covariance empirique, qui était S, puis d'en extraire ses valeurs propres, puis ses vecteurs propres. Dans ce cas-ci, mon hyperparamètre, c'est le nombre de dimensions vers lequel je vais projeter. Et ma prédiction correspondait à quoi? Ici, ce qu'on voit, c'est la version où je centre mes données, puis qu'en plus, je normalise chacune des composantes pour qu'il y ait une variance ou un écart type de 1. Vous pouvez revenir en arrière dans les autres diapositives pour voir les autres versions où il n'y a pas de centrage, où il n'y a pas de normalisation. Mais celle avec centrage et normalisation, c'est je prends X, j'y soustrais la moyenne des X, je multiplie par la transposée de ma matrice, ma sous-matrice U, où j'ai gardé juste les M vecteurs propres avec les plus grandes valeurs propres. Puis finalement, je prends chacune des composantes puis je les divise par la racine carrée de la valeur propre. Pour faire ça, en fait, on a démontré que c'était comme multiplié par cette matrice-là ici, où sur la diagonale, j'ai 1 sur la racine carrée des valeurs propres de chacun des vecteurs propres. Donc, si je l'écris comme ça, on voit que ça correspond à ma transformation linéaire ici, mais OW, c'est cette matrice-là ici. Puis le biais, en fait, c'est lorsque je multiplie cette matrice-là par moins ma moyenne. Ça correspondrait au B ici. On a vu ensuite l'ACP à noyau. L'ACP à noyau, ce qu'on veut faire, c'est prendre mes données, les mettre dans une représentation phi de x, puis c'est dans cet espace-là qu'on va faire une réduction de dimensionnalité linéaire. Et donc, par rapport à l'espace x original, ça devient une transformation qui est non linéaire, si mon noyau est non linéaire. Donc, je maximise la variance des composantes, mais je le fais de façon implicite. Puis pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je calcule ma matrice de Gram que je vais centrer, puis je vais en extraire les M vecteurs propres AI avec les plus grandes valeurs propres, que je note ici lambda I tilde, qui correspondait en fait au lambda I n. Et je prends ces vecteurs propres-là, puis je vais les diviser par la racine carrée de leurs valeurs propres. Ça devient mes AI que je vais utiliser dans ma projection. Là, je construis ma matrice A en empilant les vecteurs A1, A2, et ainsi de suite. Donc là, les hyperparamètres, c'est M, mais il y a aussi les hyperparamètres du noyau que j'ai encore. Puis, une prédiction, c'est faire une réduction de dimensionnalité. Donc, c'est calculer finalement A fois K de X. Ça, c'est l'ACP à noyau. Donc, un petit mot sur comment on choisit les hyperparamètres. Si on fait de la visualisation, M, ça peut juste être 2 ou peut-être 3. On peut difficilement visualiser les données avec plus de dimensions que ça. Donc, ça, pour l'ACP normal, c'est ça l'hyperparamètre. Donc, on essaie soit avec 2 ou avec 3 selon notre choix. Pour les hyperparamètres de l'ACP à noyau, là, il faut faire un peu d'essais. On essaie différents noyaux, on visualise nos données. Puis dans le fond, chaque choix d'hyperparamètre, c'est un peu comme une fenêtre différente sur nos données. Fait que ça nous permet de faire un peu d'exploration où on interagit avec nos données comme ça en choisissant, en variant les hyperparamètres. Maintenant, si on fait de la réduction de dimensionnalité juste pour réduire le surapprentissage, donc pas nécessairement pour réduire à 2 ou 3 dimensions, mais peut-être à 30 ou à 50 dimensions, ce qui serait peut-être moins que si on avait un problème avec 100 000 dimensions, par exemple. Donc, juste pour essayer de réduire le surapprentissage de l'algorithme qui va utiliser nos données. Là, dans ce cas-ci, on traite M, puis les hyperparamètres du noyau, si on fait de l'ACP à noyau, comme tous les autres hyperparamètres de l'algorithme d'apprentissage, par exemple le SVM, qui va utiliser nos données. C'est-à-dire qu'on va varier aussi le nombre de dimensions vers lesquelles on va projeter, puis les hyperparamètres du noyau, de l'ACP à noyau. Puis on va regarder pour différentes valeurs, c'est quoi la performance sur un ensemble de validation, par exemple. Okay. Et si on n'a pas envie de faire ça, puis qu'on fait de l'ACP linéaire, normal, un truc, c'est de juste prendre M tel que mon erreur de compression correspond essentiellement à 1%. Okay. Donc, je regarde finalement mes valeurs propres de ma matrice de covariance empirique, puis je regarde quand est-ce que les valeurs propres sont essentiellement 0, puis je coupe avec ce seuil-là.
Ça, c'est une façon sans trop se casser la tête, sans avoir à faire de sélection de modèles, qui nous garantit qu'on n'a pas trop perdu d'informations. Puis peut-être que ça ne va pas nous aider à réduire le surapprentissage, mais au moins, ça va faire que je travaille dans un espace de plus petite dimension. Mes données vont prendre moins d'espace, puis peut-être l'exécution de l'algorithme aussi va être plus rapide. Si je fais de la CP en noyau, remarquez que, en fait, je fais une réduction de dimensionnalité des vecteurs phi de xn. Puis ici, le vecteur phi de xn, en fait, il est en dimensionnalité infinie ou extrêmement grand. Bien, ça se peut finalement que je puisse réduire par rapport à la dimensionnalité de phi de x à un nombre de dimensions qui est plus grand que d, qui est la dimensionnalité non pas de phi de xn, mais de xn. Donc ça veut dire que la CP à noyau, je peux aussi l'utiliser pour extrapoler à plus de dimensionnalité, en fait, à plus de dimensions. Donc, je peux faire ce qu'on appellerait de l'extraction de caractéristiques, où je prendrais mon vecteur x, puis j'obtiendrais une nouvelle représentation qui a peut-être plus d'éléments que x, le x original, dans l'espoir que ces différentes composantes-là décortiquent mieux mes données pour les présenter à mon algorithme d'apprentissage. Si on fait de la CP à noyau sur un problème que vous voyez ici, donc ça c'est extrait du livre de Bishop. En fait, on a des données en 2 dimensions où j'ai essentiellement 3 amas, okay? Puis chacun des carrés ici, en fait, ça illustre une différente composante de la CP à noyau. Fait que ça c'est y1x, en fait je mettrais le 1 ici. Ça c'est yx, sa deuxième composante, ça c'est yx, sa troisième composante, et ainsi de suite. Là, ce que vous voyez, c'est essentiellement plus la région est foncée, plus la valeur de la composante est élevée. Ou c'est possiblement l'inverse, c'est pas vraiment important. Donc, dans le fond, ça montre à quel point chacune des composantes varie dans l'espace. Puis en plus, les courbes que vous voyez, c'est les courbes de niveau de chacune des composantes aussi. Puis là, on voit que la première composante, bien, essentiellement, elle donne des valeurs élevées si le point se trouve ici, puis des valeurs basses si le point se trouve dans cet amas-là à la place. Puis ici, c'est des valeurs un peu intermédiaires. Donc, c'est un peu identifié comme 3 amas ici. La deuxième composante, bien, elle donne des valeurs élevées plutôt si tu trouves à cet endroit-là ici, puis des valeurs basses si tu trouves à cet endroit-là ici à la place. Puis là, si tu continues, bien, les autres composantes, ils prennent chacun des amas puis les séparent en 2. Donc, la troisième composante, elle a pris cet amas-là ici, puis elle l'a séparé entre ceux qui se trouvent dans cette région-là ici, puis ceux qui se trouvent dans cette région-là ici. Ceux qui se trouvent ici ont une valeur élevée, ceux qui se trouvent ici ont une valeur basse. Okay? Ça décortique les données, finalement, de façon de plus en plus fine, d'une composante à l'autre. Puis on voit, par exemple, ici, bien, il a décortiqué plutôt ceux qui se trouvent en haut, ceux qui se trouvent en bas, à la place de ceux qui se trouvent à gauche versus ceux qui se trouvent à droite. Donc, même si je suis en dimensionnalité 2, je peux extraire, dans ce cas-ci, autant 8 composantes. Donc, finalement, avoir un nouveau vecteur, mais qui est plutôt de taille 8, mais qui décortique un peu plus mes données. Et finalement, pour faire la réduction de dimensionnalité, l'ACP à noyau, calculer un noyau, c'est les noyaux de base ne marchent pas toujours très bien. Il y a plein d'algorithmes, d'autres algorithmes en fait, qui proposent essentiellement des noyaux différents. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Isomap. Isomap, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est que la similarité entre des points va être essentiellement, va essayer de refléter c'est quoi la distance, mais sur la variété. Donc, par exemple, si on a un point qui est ici, on voudrait que la distance, elle ne reflète pas la distance en ligne droite entre les 2 points, mais qu'elle reflète plutôt la distance sur la vraie variété, que ce soit plutôt la longueur de ce trait-là ici. Puis une façon d'estimer cette distance-là, qui est utilisée dans Isomap, c'est de construire un graphe où je prends chaque point, puis je construis un graphe où chaque point va être connecté à ses plus proches voisins. Puis pour obtenir c'est quoi la distance entre ce point-là ici, puis le point ici, je vais juste calculer c'est quoi la distance la plus courte sur ce graphe-là entre le point ici et le point ici. C'est comme ça que je vais dériver un noyau. Et en fait, ce que je vous avais montré, là, cette visualisation-là ici, elle a été obtenue avec l'algorithme Isomap. On a réussi en fait à projeter en 2 dimensions mes images de visage, mais où ce qui varie, c'est la position de la lumière gauche-droite versus haut-bas.